Alors, comme une sorte de bonus indispensable, parce que, évidemment, là, maintenant, c'est le quatrième, je pense. Je ne sais pas que j'ai oublié, mais il y a un truc fondamental quand même, c'est que j'ai vraiment fait un travail de fond avec mon ami Michel Soyer, qui est un étudiant des Beaux-Arts de Calais. Euh, on est ensemble en fait à Calais, de 64. Alors moi évidemment je suis viré, donc de 64 à 66, puis lui il continue, il a son diplôme, etc. 3 ans après. Et je le revois que quelques temps plus tard. Mais c'était vraiment un ami. Et je le revois quand en 1972, je dois siffler tout le monde pour créer mon événement, le Festival d'Honfleur, dont j'ai parlé antérieurement, etc. Et ce Festival d'Honfleur, je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai aucune adresse, j'ai plus rien, etc. Et comme je suis branché, connecté avec le rédacteur en chef de Ouest France, de Honfleur, qui m'a proposé de m'aider en me disant bah, tu viens chaque matin à la rédaction, tu utilises le téléphone de Ouest France et tu fais ce que tu veux. Et là, j'ai passé mon temps à téléphoner et j'ai fait des appels sur... c'était Europe 1, etc. Mais, je ne sais pas s'il y avait France Inter à cette époque-là, je ne sais plus. J'ai fait des appels radio en disant mais hello, 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 mes amis de Calais, les Beaux-Arts, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute, qui entend, etc. Venez, j'organise un truc à Honfleur, une folie, etc. Et là, pouf, et là, j'ai Michel Soyer, etc. Puis deux, trois, j'ai Yann Desfachel, un ami avec qui je suis toujours en connexion aujourd'hui, d'ailleurs. On est toujours Facebooké complètement. Donc c'est un ami des années 64, 65, 66. C'est fantastique. Donc Michel Soyer, après Honfleur, etc., je retourne le voir avec mon copain Jacques Lullet, je vais le voir, etc. J'arrive, il a déjà acheté un Joseph Beuys, il a acheté un Vostell chez lui, on est en 73. C'est complètement dément. Moi, je quitte l'école, je suis mis à la porte en 66. Lui, il continue encore. Moi, je fais 2 ans, donc il fait encore 3 ans. En 73, il a déjà un Vostell, un Beuys. Il faut vraiment évaluer le rapport au temps. Hein, par rapport, comme moi, en 78, j'arrive à l'école des Beaux-Arts de Caen, nommé prof, que je parle de Beuys. Il y a un seul prof qui a entendu parler de Joseph Beuys. Bon, voilà, c'est pour donner un petit peu la relativité, etc. Bon, c'est complètement dément. C'est dément. Donc, mon ami Michel Soyer a un Beuys, un Vostell, une belle pièce. Il a un disque. Il a un disque en cuivre de Beuys et il a une photo bétonnée de Vostell, c'est la folie. Donc on discute, c'est fou, on se retrouve, etc., etc. Et lui, il est designer pour Arcopal. C'est-à-dire qu'on était dans une école d'art appliqué, on n'était pas à l'école des Beaux-Arts. Et donc, pour gagner de l'argent, alors il est bourré de fric, parce qu'en fait, il dessine les vers pour Arcopal. Et en même temps, il est hyper passionné par l'art contemporain, tout ce qui se passe, etc. Il a même un Andy Warhol, il a une pièce d'Andy Warhol, et dans sa cuisine, le Warhol qu'il a payé quand même assez cher, en fait, il joue aux fléchettes sur le Warhol chez lui, donc c'est la classe, c'est génial. Donc il a tout compris, on est complètement raccord, et là on décide de travailler ensemble. Après ces années complètement intensives des Beaux-Arts, etc., ces rencontres, etc., dans le tumulte et le chaos, mais la passion totale et la positivité absolue, c'est-à-dire le désir, on décide de travailler ensemble. On va travailler assez longtemps ensemble, une bonne 12aine d'années. Et donc on travaille ensemble et on monte à une sorte de duo où on signe à 2. Michel Soyer, Joël Libaud. Et paf 75 à fond. 75, on bosse à fond, vraiment à fond. Alors, je vais à Calais, il vient me voir.
par téléphone, par courrier, etc., mail art, machin, etc., on arrive à procéder à notre manière pour arriver à gérer des travaux qu'on regroupe et qu'on formule comme ça en compression en 8 jours d'atelier, par exemple. Voilà. Et donc, on appelle ça Epidemic Box. Et puis, et on mixe son travail et le mien. Et lui, évidemment, il est formé design. Donc, il est photographe à fond, il fait de la sérigraphie à fond. Et, il bouine bien, quoi. Donc les boîtes s'accumulent, etc. Et on est invité, c'est dingue. Et en 76, il y a une grosse exposition énorme, un événement national au Musée d'Art Moderne de Paris, Arc 2, Musée d'Art Moderne, ça s'appelle Les Boîtes. Et en fait, moi-même, je découvre que beaucoup d'artistes ont fait des boîtes. C'est spécial, la boîte. C'est-à-dire qu'il y a la peinture, il y a la sculpture, puis d'un seul coup, il y a des artistes qui disent « Tiens, je vais faire une petite boîte ». Une petite boîte, c'est autre chose que la peinture. C'est plus le... Bon, la peinture, c'est la fenêtre au départ, et puis après, c'est le mur avec l'art moderne, etc. Et puis, avec l'art contemporain, c'est l'espace complet. C'est-à-dire le plafond, le sol, machin, on est en immersion, etc. Mais alors, les boîtes, c'est une espèce de... C'est un mélange, parce que c'est une sorte de cadrage, quand même, parce qu'on est dans une boîte. Alors, une boîte, c'est vraiment concentrationnaire aussi en même temps. Mais bon, on peut dire que c'est un cadrage en 3D. Voilà, par rapport à la peinture. La peinture qui est la fenêtre, qui est cette ouverture qu'on connaît évidemment dans la peinture classique, mais qu'on connaît aussi chez Buren. Buren, c'est pas ces bandes, c'est ces cadrages qui font que par ces bandes, on voit un cadrage qui formule justement cette ouverture totale sur une sorte de hors-champ. Comme au cinéma, le hors-champ, toujours l'idée que ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on doit voir, qui n'est pas visible. Et ce qui est proposé, c'est pas ce qu'il faut voir, c'est ce qui est la supposition de ce qu'il y a autour dans les bordures. C'est ça, mais c'est ça la poésie ultime. C'est ne pas voir ce qu'on doit voir, ne pas entendre ce qu'on doit entendre, et ne pas écouter ce qu'on doit écouter, pour écouter mieux ce qu'on devrait entendre, pour écouter mieux et pour lire mieux et pour voir mieux ce qu'on devrait voir et entendre et goûter, etc. Tout ce qui est dans l'indicible, dans l'invisible, etc. Donc, c'est fantastique. Donc, on fait des petites boîtes. Et donc, on est, alors parce que nous, on démarre comme des petits jeunes, en fait. Et hop, on est dans cette grosse exposition, les boîtes, Musée d'Art Moderne, 1976, fin 76, c'est une expo qui dure 4-5 mois, Musée d'Art Moderne, qui est un événement. Il y a beaucoup de gens différents, etc. Donc voilà. Et on enquille à un mec, une sorte de critique, commissaire, etc. Yann Pavie nous invite à la Maison de la Culture de Grenoble, et puis après, on enquille la Maison de la Culture d'Amiens, etc. Les maisons de la culture de l'époque, tout ça, c'est fini, c'était Malraux, machin, etc. Donc, les maisons de la culture, c'était quand même quelque chose de conséquent. Donc, on est validé, nous, les petits jeunes en retrouvailles, comme ça, on se retrouve inclus dans un truc qu'on adorait, mais qu'on critiquait, avec un regard, je vais dire, satirique, ironique, parodique, etc. Pré-parodique. Ce qui m'amènera à être vraiment un ami avec Arnaud Labelle-Rojoux quelques temps plus tard. Mais d'ailleurs, Michel Sohier, en 1976, se retrouve directeur de la galerie de l'ancienne Poste de Calais. Une galerie un peu fondée au départ dans le champ politique. La ville cherche la culture, c'est une ville communiste, Calais, donc avec Cueco, les Malassis, Ernest Pignon-Ernest, Franc-Manger, tous ces gens-là, etc. Mais bon, surtout Cueco, etc. Tout ça fait qu'à un moment donné, il y a une sorte d'élan, une vitalité qui convient bien à cette époque-là aux villes communistes qui cherchent la culture, mais c'était dans le bon sens, comme Picasso qui était communiste, c'est ça. Il faut l'entendre de cette manière, pas comme un truc lourd, poutinien,
rien, il faut l'entendre comme cette espèce d'ouverture sur la culture à cette époque-là. Picasso, Parti communiste, voilà, faut l'entendre comme ça, avec cette grande ouverture où tout le monde a le droit à la culture. Ça s'est envenimé après, puis ça s'est gâté, puis c'est devenu un truc pourri. Mais bon, voilà, au départ, c'est comme ça. Donc c'est génial, c'est fantastique. Donc il n'y a plus de critères de sélection dans le sens, le dominant, etc. Le dominé est complètement intégré avec le dominant, tout fonctionne. Bon, voilà. Donc, Grenoble, machin, c'est une sorte de relation au système en place à cette époque-là. Alors, attention, donc on fait gaffe, et donc tout notre travail est un peu une sorte de pied de nez au système même. Et on est complètement... lui comme moi, on est déjà... Michel fait un travail sur... Il appelle déjà ses travaux Souvenir 2000. On est en 76, 77. Tous ces travaux Souvenir 2000. En 76, 77. C'est un peu comme mes adorables... post-étudiants qui sont des anciens proto-étudiants de Caen, qui sont le plus grand groupe de rock pré-industriel en France, mais international complètement intégré, c'est-à-dire Illusion, Production, Déficit des années antérieures. C'est à peu près la même approche conceptuelle. Le nom du groupe, Déficit des années antérieures. Le nom du label, Illusion Production. Et donc là, Souvenir 2000, c'est dans la même gaine, le même boyau de distanciation totale qui fait justement cette espèce d'inclusion, exclusion, inclusion, exclusion, inclusion, exclusion. 13 patolas, en fait, 13 patolas. Inclusion, exclusion, inclusion, exclusion, inclusion, exclusion. C'est complètement... C'est géant, en fait. C'est géant parce qu'il y a cette distorsion dans l'intégration. C'est relié, c'est le Michel Lascaux, enfin, ou Deleuze et Guattari, c'est le nœud dénoué dans le nœud renoué, en fait. C'est ça le truc. C'est le chat. Je fais un nœud à un mouchoir, je vais me rappeler, puis le crâne, et puis on refait un nœud au nœud, et on peut plus s'en rappeler, on passe par on renoue le nœud, et le nœud est renoué, et on dénoue différemment, pas en passant son temps à enlever le petit nœud, on dénoue d'une autre manière. Alors il faut la trouver, chacun la trouve, et c'est dénoué, tout est dénoué pour être renoué, etc. Donc c'est fantastique. Donc je plonge avec mon copain Michel Soyer, et tout est lié à cette espèce de relation métapoétique totale. Évidemment, je dis le mot métapoétique, ça évoque immédiatement Altagore, dont Frédéric Acquaviva a fait une excellente exposition, géante, etc., et dont Michel Giroux me parlait dès que je l'ai rencontré, Altagore, avec la métapoésie, etc. Ben oui, il y a de ça, il y a cette espèce de singularité, dans la singularité de la singularité. Comment se retrouver dans cette espèce d'approche complètement inouïe où on peut encore être singulier dans la flaque de la singularité. C'est terrifiant. Comment Et on y arrive uniquement par une hyperpassion, mais une métapassion. C'est-à-dire une sorte de débordement qui est lié complètement toujours à l'outrance du bord, l'outrance de la bordure, l'outrance de dehors, vraiment les lèvres à l'extérieur, pour franchir la gaine profonde, comme ça, pour s'envaginer totalement dans une espèce de devenir complètement hors champ toujours, c'est-à-dire un mix du dedans en dehors total, etc. Voilà. Donc Michel Soyer fait cette galerie de l'ancienne Poste en utilisant les moyens du bord, une sorte d'entriste du système via la municipalité. Donc on ne peut plus être c'est complètement intégré, quoi. Voilà, c'est la galerie de la municipalité. Et là, pouf, tac, il siffle.
dans son rapport passionnel où on n'est pas du tout en mesure d'appréhender parce que tout est distordu dans la réalité, évidemment. On en est encore... Enfin, il faut voir aujourd'hui où on en est par rapport à l'art contemporain, entre les réactionnaires qui ont mélangé tout, et puis les gens qui sont restés dans une espèce d'infabulation sur la beauté, le travail, le machin, etc. On n'a pas bougé d'un poil. Alors, comment intégrer bon, Michel Soyer, il invite Joseph Beuys à Calais. Il arrive, ça fonctionne. Il est pote avec le conservateur du musée qui s'appelait Vieilleville, je crois, qui fait une exposition au musée, etc. Ils mixent, etc. Il fait une exposition avec Vostel. C'est complètement fou. Il arrive à mixer. Alors, tout va bien, parce qu'il invite Jean Le Gac, il invite... évidemment, il invite le jeune Labelle Rojoux, avec qui je vais devenir ami, Titus Carmel, Henri Cueco, c'est normal, ce sont les gens qui sont liés à cette configuration attachée aux villes communistes et socialistes, etc. Mais il invite aussi des gens, Joran Gertz, par ailleurs, Joran Gertz, qui est vraiment... entre l'art sociologique, la performance et la poésie, attachée vraiment à une poésie, une ultra-poésie, etc. Et Paul Armanjet, mais à cette époque, Paul Armanjet, c'est un truc redoutable, c'est même pas possible, dans une ville à Calais, etc., une exposition avec un catalogue, etc., Paul Armanjet, et alors évidemment, si, il y avait des petites culottes, etc., il y avait un mix entre sa géologie, son archéologie, etc., ses archives attachées aux cailloux, etc., à l'élémentaire et tout, paf, mixé comme ça avec les petites culottes, c'est complètement génial, c'est de la poésie pure, là, on est dans la poésie, et il invite Tom Phillips, mais là il y a la sortie, là, j'ai fait la préface pour ce mec génial, Lucien Suel, qui vient de faire son magnifique livre. Ben, Lucien, il a la technique de Tom Phillips. Il n'a pas pompé, c'est une autre manière, parce que ça appartient, on ne peut pas dire pomper, je veux dire, c'est quand on utilise l'alphabet, tout le monde utilise l'alphabet, donc personne ne se pompe, ça appartient à tout le monde, et puis bon, et à un moment donné, il y a une espèce de similitude, il y a une relation qui fait que, bah, évidemment, on raye les mots, etc., et n'apparaissent que d'autres mots, etc. Bah, Tom Phillips, il a fait ça pendant... des années. Et ben, il est invité par mon copain Michel Soyer, mon copain de l'école des Beaux-Arts de Calais de 64, 65, 66, quand on était ensemble. C'est complètement fou, mais c'est 10 ans après, donc c'est génial. Et pendant ce temps-là, personne connaît Tom Phillips. Comme moi, j'arrive en 78, que je suis prof aux Beaux-Arts à Caen, mais Tom Phillips, personne. Et qui connaît aujourd'hui encore Tom Phillips quand on en parle dans le milieu de l'art contemporain, etc., ou de la poésie, ben non, c'est enfoui. Donc, il y a une espèce de culture cancel de simplement pas volontaire, de cette décrépitude, uniquement de la faiblesse et des gens qui sont feignasses. Oui, il y a déjà ça. Avant d'avoir cette espèce de réaction pour s'opposer, etc., il y a cette espèce de grosse feignantise. Aujourd'hui, c'est fastoche, un coup de Wikipédia, machin, etc. Et on répète les mêmes conneries que les autres ont répétées, etc. Et on s'en sort pas. Et tout le monde, c'est affligeant. Tout le monde fonctionne en repeat, en scannant la connerie de l'autre, etc. Il n'y a pas un truc de fond. Là, quand je parle de cette époque, mais il faut être il faut bourrer à mort. Il faut chercher les... Il n'y a pas d'internet, évidemment. Il n'y a pas d'internet, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de téléphone portable, etc. Il faut trouver les informations. Il faut les trouver. Donc, ramener à Calais, dans une ville, il faut voir la situation aujourd'hui en 2023 dans les villes. Il faut voir, là, dans ces villes où, justement, on passe son temps à faire
des espèces de compétitions de merde. Enfin, c'est complètement absurde. La ville européenne ou la ville de la culture. Là, c'est Bourges qui vient être nommé. Mais quelle connerie. Enfin, c'est ça, la compétition permanente. Tout ça pour le rendement. Et donc, c'est le touriste, la tourista générale des villes qui veulent en foutre plein la gueule. Voilà, et donc, mais c'est anti-poétique, ça n'a rien à voir. C'est du gain, du rendement. C'est le rendement capitalisant, quoi. C'est-à-dire, on fait venir un maximum de gens. Alors on fait de l'immersion. Mais quelle foutaise. Mais c'est une horreur, mais c'est pathétique. C'est du Walt Disney total. Bon, c'est pathétique. C'est pathétique. Bon, voilà. Donc, Michel Soyer, il invite des gens. Alors, il invite Bernard Guerbado, mais c'est la finesse même d'une espèce d'ultra-poésie, métapoésie, etc. John Cage. Gérard Duchesne, qui est un artiste du Nord, qui est attaché à support surface, c'est-à-dire la même conjoncture au niveau de l'élan de réaction pour déconstruire la peinture à la même époque. Et lui, il appelle ça Textruction, le groupe Textruction. Et il est, pour gagner sa vie, il est sérigraphe. Mais un sérigraphe lambda, un sérigraphe pour faire de la pub, un sérigraphe pour faire des trucs sur les camions de plombiers, machin, des trucs... peintre en lettres. Peintre en lettres, voilà, c'est ça. Et il n'arrête pas de faire ces sérigraphies. Et quand elle commence à être trouée pour ses clients, il commence à s'y intéresser, et puis il continue jusqu'à cette espèce d'évanouissement, d'enfouissement, de délavement. Et alors là, une espèce de culture cancel de la communication. Et là, il est bon, il est excellent. Et donc son travail, il passe son temps à trouer ces trucs qui lui ont servi à gagner des sous, au départ, pour vivre normalement, pour pouvoir après, pour survivre, disons. Et pour vivre après, vraiment, lui, Gérard Duchesne, il s'égraphie ces trucs qui ne veulent plus rien dire, évidemment, c'est illisible, puisque ce sont des éclatements, des déchirures, des trouées de textes qui, au départ, sont des textes crédibles pour un truc formulé pour la communication, pour la pub, etc. Et là, il utilise la matière, en fait, cette matière détruite. Et c'est comme ça qu'il appelle ça le groupe Textruction. Mais le groupe Textruction, c'est de la poésie pure. C'est très attaché d'ailleurs. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec Texté parce qu'ils sont trop attachés justement au marxisme, etc. Avec une approche un peu premier degré pour moi. Mais je veux dire, c'est très lié. C'est très lié. Le groupe Textruction, il y a une approche, une espèce d'équivalence avec le groupe Texté. Voilà. Alors, Michel Soyer, à partir de 75 et demi, 76, il travaille avec Ernest Pignon aussi. Il ne travaille pas qu'avec moi. Il travaille avec Ernest Pignon. Mais il travaille avec Ernest, il soutient Ernest, il travaille plutôt comme quelqu'un qui va aider à produire les travaux d'Ernest. Donc c'est pas la même chose que... Il n'est pas créatif, il fait pas un travail de duo de création Soyer-Humeau, il fait un travail... Michel Soyer réalisant des pièces pour Ernest. Donc, sérigraphie. Alors, il cherche des plans. C'est génial, parce qu'il trouve des plans, il prend des portes. C'est Serge P. Serge P avec la porte pour faire une table. Et pour faire une table, la porte est indispensable. Et donc, un peu comme Serge P., Michel Soyer prend des portes, enlève les gonds, etc. Et avec les portes, il confectionne en fait le câble châssis pour faire des grandes sérigraphies au format de la porte. Au format des portes, bon, on arrive presque... Forcément, on arrive au format de la taille humaine. Bah oui, une porte.
une porte, c'est plus grand que quelqu'un, puisqu'on rentre, c'est au format idéal de l'échelle humaine. Donc c'est génial. Et là, il trouve le moyen pour Ernest de faire des travaux. Ernest avait quand même fait auparavant, avant Michel Seuillet, il avait quand même fait des choses splendides. Je pense à Nice, par exemple, pour lutter contre l'apartheid et contre cette espèce de jumelage de la ville de Nice avec le Cap, etc., en Afrique du Sud, qui est comme un truc pourri total, immonde, etc. Il avait fait un truc mais incroyable, des palissades, etc., avec une famille de blacks complètement soumise derrière des grilles au pochoir, derrière du grillage. Donc il avait fait en 2 temps. Il avait fait un plan sérigraphique, donc photographique, plus du pochoir de grillage, etc. Et tout ça sur 15 mètres, 20 mètres, etc. Pour s'opposer à la ville qui était jumelée avec le Cap. Merveilleux. Donc Ernest Pignon, respect, un mec hyper engagé. Toute sa charge au départ, tout son travail au départ est lié complètement à Mayakovsky. Mayakovsky, Pasolini, Beckett, etc. Donc il fonde son activité à la fois avec une culture très, très politique, et puis cet attachement comme ça, direct. Évidemment, la flambée majestueuse, poétique, c'est Arthur Rimbaud, évidemment. Alors là, il y a une attache primordiale, je peux pas discuter, là, c'est sûr. Boum, Ernest Pignon, c'est Arthur Rimbaud, évidemment. Donc tout ça, c'est magnifique. Donc avec Michel Seuillet, qui lui est un créatif designer en même temps, donc il peut créer un univers, faire un travail de distanciation, de créativité totale, mais il peut aussi être efficace comme une entreprise, comme quelqu'un qui peut travailler pour les autres, comme en tant que designer. Donc, il trouve cette idée, c'est de la créativité pure, ça, de trouver cette idée de faire des sérigraphies efficaces, efficiente, mais avec un cadre qui n'est pas formaté, en fait. Et donc, dans son engagement, il ne fait pas que ça, Michel. Il fait aussi, il va coller. Parce que Ernest, il a du mal à dépasser les 4 marches d'un escabeau. Donc, pour arriver à coller sur le mur, très haut, des affiches, Seuillet, alors le Seuillet, il grimpe, il peut prendre des grandes échelles, etc. Il n'a pas peur, etc. Donc, Michel fait les sérigraphies et il colle les sérigraphies d'Ernest. Et il y a un truc majestueux, beaucoup plus tard, dans les années 87, 88, fantastique, que je suis obligé d'évoquer parce que c'est à la fois Michel Seuillet et c'est évidemment en connexion totale pour aider, pour soutenir le travail de Ernest Pignon. C'est le travail sur les arborigènes. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi, mais peu de gens sont au courant de ce travail qui est une sorte de décalage dans la lignée, mais c'est complètement attaché à son travail d'engagement de base. Mais c'est comme une aparté dans son activité, même s'il a fait des décors de théâtre, s'il a fait des tas de trucs différents, etc., de la radio, les machins, etc., il a fait à un moment donné un travail en connexion avec un biologiste, donc un travail quasiment scientifique, oui, totalement, pour réaliser les arborigènes, c'est-à-dire des espèces de corps connectés à des branches. On peut imaginer donc quelqu'un, une silhouette d'être humain complètement greffé sur un arbre et qui se nourrit de cet arbre. Alors, je vais mieux en parler. Alors, d'abord, Michel Seuillet, avant d'aider
à poser ces aborigènes. C'est lui le modèle. C'est lui qui il dit bah ouais d'accord, je te fais tes sérigraphies, je te fais des trucs, je te colle tes sérigraphies, je veux bien te coller tes aborigènes dans les arbres, mais je suis ok aussi pour faire le modèle, pour que tu moules ce corps qui sera ensuite remoulé dans cette espèce de mousse, cette espèce de gélatine végétale réalisée avec le biologiste en photosynthèse, une espèce de mousse végétale complètement dingue qui reprend, qui se nourrit de l'arbre lui-même. Donc en fait, il fait des espèces de bonhommes, des bonhommes attachés à des arbres, et en fait le bonhomme c'est Michel Soyer qui a été moulé. Et après, la nuit, pouf, toc, cette mousse, ce bonhomme réalisé en mousse, au lieu de faire du bronze, ou au lieu de faire de la résine, c'est une sorte de gélatine inventée entre le biologiste et Ernest. C'est incroyable, c'est complètement fou, mais il n'y a pas d'autre exemple dans son travail à Ernest, donc c'est fabuleux. C'est un écologiste avant tout. Bah oui. Alors justement, c'est une espèce de... Moi je dis une espèce de... C'est comme... Mais alors après ça finit... Pour moi après ça finit pas bien. Mais je veux dire ça c'est géant. Et je dis c'est l'écho de l'écho. L'écho de l'écho. L'écho. C'est l'écho, l'écologie de l'écho, de l'écho. De la déco. Et là, ça déconne après. Voilà, c'est bon, c'est autre chose. Plus tard, je parle plus tard. Mais là, c'est géant. Là, c'est positif. C'est fabuleux. Donc, en fait, cette espèce de mousse, c'est des micro-algues. Une espèce de gélatine micro-algue. Alors, avant d'obtenir ce moulage de contre-moulage, c'est comme quand on fait un bronze, c'est pareil. Il faut d'abord mouler le plâtre ou mouler un truc. Donc, hop, Michel Soyer, hop, d'accord, je suis d'accord. Le moulage, une folie, le moulage. Alors, c'est une cabine téléphonique. Les cabines téléphoniques découpées. Michel Soyer, tout nu, à l'intérieur de la cabine téléphonique, en train d'enlacer une espèce de tronc potentiel pour pouvoir après, en bougeant un petit peu. Donc, il enlace un truc. Il est nu dans cette cabine téléphonique, et là, une espèce de truc, un déversoir, un truc, mais c'est de la science-fiction, c'est du cinéma, une espèce de yaourt, une gélatine blanche. Alors, il a une paille. Pour respirer. C'est un tuba, il a un tuba, putain, et il accepte, il dit, d'accord, youpi, je le fais. Il se fait complètement interner, totalement inclus, comme une inclusion en résine, quoi, transparente. Mais alors on le voit plus. Il est dans le yaourt. Du yaourt. C'est un truc dément. Et clac, la cabine téléphonique à ras-bord, il est dedans avec son tuba. Et après, il va falloir l'extirper, etc. au cutter, et pour arriver à ce qui sorte. Pouf. Et là, on moule. Là, et le contre-moule, c'est cette espèce de micro-algues déversées. Ça c'est génial. Ça, c'est de la poésie, de la métapoésie. Alors là, respect, bravo, etc. Voilà. Donc, mon copain Soyer, c'est pas que la galerie de l'ancienne pote, c'est pas que notre travail ensemble, Epidemic Box, etc. C'est le travail avec Ernest, mais qui va loin. C'est-à-dire les sérigraphies, etc. Alors là, faire arriver Ernest, d'un seul coup, une sculpture vivante. Voilà, ça c'est une sculpture vivante. Voilà. Et donc, il va aider à installer, etc. Voilà. Donc, évidemment, simultanément, on refait des épidémiques box ensemble, et des variations. Et moi-même, comme Ernest, je fais appel à Michel aussi pour son côté régisseur, en fait. Parce que oui, c'est ça. J'ai des expositions. Je cite Michel, au secours, tu viens m'aider. Parce que les régisseurs du centre d'art ou du musée du machin, etc., ça suffit pas. Quand j'ai fait une fois une exposition, je voulais mettre des disques. J'avais peint
sur des Diaz 33 tours, et je voulais les mettre vraiment au plafond, mais le plafond était tellement haut. Il y avait que Michel Soyer qui pouvait faire un peu de la varap, en fait, pour aller très haut. Personne, les régisseurs ne voulaient pas le faire. Donc, allô Michel. Bon, avec le temps, tout doucement, je me rappelle que les dernières années, quand j'appelais Michel, je me rendais pas compte. Et puis le lendemain matin, on prenait le déjeuner et je voyais Michel qui était obligé de boire un. Oh putain, c'est pas vrai. Putain, son Warhol à la fléchette, avec ce truc, comme il avait du fric, quand j'étais allé le revoir en 72, 73, il avait déjà sur son bar chez lui, mais on a trouvé ça que bien plus. Il avait déjà la tireuse de bière chez lui à cette époque-là. Et il avait le petit tonneau avec le vin rouge. Et il était en permanence en discutant, on voltigeait, c'était génial, on parlait de tout. Et hop, un petit coup de pinard. Et hop, un petit coup de pinard. Toujours le petit ballonnet comme ça, pour boire un petit coup de pinard. Et puis, exténué par le vin rouge, à un moment donné, une petite bière pour se rafraîchir, parce que le pinard, elle a une petite bière, et tout ça en direct, à volonté, etc. Voilà, avec le temps, lentement. Je pense à une autre pièce, il avait un Raymond en 75. Michel Soyer, il avait chez lui, il avait acheté un Raymond Hins. C'était pas si cher que ça, Raymond Hins. Il avait le Raymond Hins chez lui, mais un beau Raymond Hins. Oh là là, c'est dingue. Ça, c'est de la poésie aussi. Bon voilà, donc on est dans cette approche, parce que je veux revenir à ta question de base, que tu dis, mais d'où vient, pourquoi, c'est quoi ton rapport à la poésie au début, comment ça a commencé? Donc je reste dans ce champ-là, évidemment je ne veux pas m'écarter, parce qu'il y a tellement d'autres trucs à raconter après, mais tous mes écarts, tous mes hors-champs sont tous attachés. Là, je tente d'être le plus rigoureux pour te reparler que de poésie, évidemment, parce que c'est la question que tu m'as posée. Alors donc, les rapports au travail d'Epidemic Box, on en a fait pas mal, et puis Michel m'a aidé pas mal de fois, etc. Et je l'appelais pas mal de fois. Voilà. Et Ernest, entre-temps, il me décevait un peu, parce que régulièrement, il avait un truc, une espèce d'approche, je le sentais un petit peu plus carriériste, je voyais plus trop le côté... engagé. Oui, il y avait une déception. Il y avait un petit côté académie, quelque part, académie. Je sentais un espèce de truc. Alors évidemment, moi, ça me... je sais pas, ça m'échappe. La reconnaissance, je comprends. Ça, je comprends. Moi-même, j'ai besoin de reconnaissance, évidemment. On a tous ce désir de... Quoi qu'on fasse, on n'est pas obligé d'être créateur pour avoir de la reconnaissance. C'est-à-dire avoir une relation au monde, et puis avoir une attention vis-à-vis des autres, etc. Mais que les autres aussi ont une attention à un moment donné, c'est la moindre des choses. Donc, je peux comprendre la reconnaissance. Mais les honneurs, non. Les honneurs, non. Rechercher les honneurs, mais c'est terrifiant. C'est pathétique. Alors, postuler pour devenir académicien, mais comment on peut passer de ce merveilleux travail à ce désir de rechercher, voilà. Pour moi, il y a une sorte de narcissisme aigu qui m'échappe complètement, qui fait que ça marche plus du tout. John Giorno, il disait chacun une déception pure. Voilà une déception pure pour moi, mais ça n'engage que moi, bien sûr. Mais bon, dans cette approche ultra poétique, là, il y a une dimension... c'est terrifiant. En 1793, les révolutionnaires, ils avaient supprimé toutes les académies. L'Académie des Beaux-Arts, l'Académie des Sciences, ils avaient tout supprimé, les révolutionnaires. En 95, guillotine, chaque guillotine, retour à l'ordre, chaque,
On rabat les académies, on remet les académies. Retour à l'ordre total. Académie, académie, académie. Alors bon, ça me pose des petits problèmes. Voilà. Alors moi, j'aurais facilement quelques mots crus à émettre, évidemment. Et quelques mots crus, quelques moqueries, quelques mots de rue, des mots crus de rue, voilà, j'aurais un truc à dire comme ça, mais bon, allez, basta, etc. Comme disait Éric Satie, il ne suffit pas de refuser la Légion d'honneur, encore faut-il ne pas la mériter. Youpi! Oui, alors je voudrais juste faire un compact disque là avec quelqu'un d'autre, un autre artiste de la verdure. J'ai entrevu une sorte de similitude entre les aborigènes d'Ernest Pignon et l'homme de Bessines de Fabrice Hibert. Donc, ceux qui connaissent, là, ils vont tout de suite comprendre le truc, évidemment. Mais j'ai jamais vu quelqu'un en parler, etc. Mais pour moi, les aborigènes d'Ernest Pignon et l'homme de Bessines, il y a un truc. Donc, l'homme de Bessines, c'est un petit personnage tout vert, il a 11 trous, hein, je pense, oui, c'est 11 trous. Et en fait, ça pisse. C'est un homme, alors il y en a des centaines, hein, il en a fait des centaines un peu partout dans le monde. Ces petits bonhommes verts, les petits extraterrestres verts. Bon, Fabrice Hibert, c'est le vert, hein, il est reconnu pour le vert. Et ces petits bonhommes en bronze vert, avec ces trouées partout, cette espèce de... Donc ces fontaines, en fait, qui pissent, qui giclent partout. C'est un peu comme à Bruxelles, en fait. Mac and Peace, mais là c'est Bessines Peace. Voilà, donc... mais 11 pissettes, hein, 11 pissettes, ça, c'est assez génial. Hein, c'est assez génial. Et donc, je fais une similitude, je fais un raccord complet entre Fabrice Hibert, etc. Mais pour reparler parce que ça reste dans une relation académique, malgré tout, et ce que je veux dire, c'est Fabrice Hibert, c'est normal. Il a toujours été académique. C'est normal. Il est vert des pieds à la tête. Il est né en habit vert, il a une bite verte, il est tombé déjà tout petit dans la Bessine, en fait. Il est tombé dans la Bessine. Oui, c'est ça. Il est tombé dans les Bessines tout jeune, donc c'est normal. Il est académicien. Je suis effaré, mais enfin, il est académicien. Il a demandé aussi à être académicien. Mais lui, c'est normal. Donc voilà, donc on a nos deux académiciens, il y en a d'autres, hein, c'est ça le pire. Il y en a d'autres, bon voilà, donc ils sont en habit vert. Il y en a un, c'est évident. Et puis il y a ce Ernest, ce révolutionnaire, Ernest qui est devenu académicien avec son sabre, etc. Enfin, c'est pathétique pour moi. Voilà, bon bah, youpi. Et mon Michel Soyer, évidemment, mon Michel Soyer, je l'ai refréquenté. Il est mort en 1996. C'est les dernières interventions avec moi, en fait, la dernière relation, c'était quand même émouvant. En fait, il avait réussi à inviter les Tétines Noires à un événement assez fabuleux avec l'école de musique de Calais. Il a réussi à proposer un truc... avec des collègues, etc. L'école de musique de Calais, c'est pas un conservatoire comme les autres conservatoires. Faut pas oublier, on reste toujours à Calais avec cette espèce d'approche positive due à l'excellence du rapport culturel communiste des années antérieures, où l'école de musique était déjà une école de musique contemporaine.
c'est-à-dire une musique contemporaine. C'était plus jouer de la flûte traversière et du pipeau, et puis etc. C'était travailler avec des ordinateurs et travailler avec des synthétiseurs. Musique contemporaine. Donc, il y a eu une connexion pour inviter les Tétines Noires à travailler avec un orchestre de musique contemporaine de l'école de musique. C'était génial. Et Michel faisait des décors complètement délirants pour ce gros concert des Tétines Noires à Calais. Donc c'était le dernier. Et les décors, il a été vraiment aidé parce qu'il tenait plus. Il est mort pas longtemps après d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est à peu près les derniers rapports. Donc moi je suis allé un peu plus tard sur sa tombe. J'ai commandé une bière au bar, je suis parti avec ma bière, j'ai bu ma bière, puis j'ai laissé mon demi sur la tombe de mon copain Michel Soyer, qui était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. Bon. Tchoup, youpi. Alors, je voudrais quand même, pas pour achever, mais pour quand même faire un point, comme un petit bilan pour répondre quand même à ta première question au départ, mais d'où ça vient, comment, c'est quoi, pourquoi la poésie et comment c'est venu, etc. C'était quoi, cette période qui m'a permis à un moment donné, etc. Bon, j'ai essayé de répondre un peu. Bon, il me manque tellement de choses à dire, à redire, mais bon, ça peut suffire. Mais là, je pense quand même que j'ai quand même un ami aussi que je ne voudrais pas oublier, qui s'appelle Bruno Mendonça. C'est Bruno Mendonça plus ça. Un peu comme Bernard Haitzik. C'est-à-dire c'est vraiment beaucoup. Les jeux d'échecs, la moto, etc. Son diabète, comme un animal, quoi. La bête bestiale, du diabète bestial. Enfin, des shoots et des shoots. Tout ça issu d'accidents, de nombreux accidents. C'est bon, un mec pulvérisé, fracturisé, etc. Bon, voilà. Et d'ailleurs, il est décédé comme une sorte de nu descendant l'escalier. Il a dégringolé, il s'est planté dans un escalier. C'est très curieux, c'est à peu près la même approche, en fait, la même descente que Bruno Maison, à peu près dans ces périodes-là, etc. Aussi qui est tombé de l'escalier, c'est terrible, c'est la performance ultime, quoi. Voilà, une espèce de performance d'auto-cannibale, enfin c'est une chute, c'est pas la chute de Julien Blaine, c'est une chute ultime, voilà. Donc Bruno, c'est un mec qui a toujours travaillé la typo, mais la typo-peau, quoi. La typo de peau. La typo de peau, complètement. Il s'est pas tatoué, mais il a fait de la typo de peau, etc. Non seulement ses shoots permanents tous les jours, une espèce de calligraphie bio, totalement bio. Fabuleux. Des travaux incroyables, toujours avec des milliers d'ouvrages, de livres, etc. Il a construit des igloos en livres, il a fait des tas de... Et puis, il a fait beaucoup de tournois, des tournois d'échecs. Donc, il était autant attaché aux jeux d'échecs, donc il faisait des tournois, des performances avec 50 personnes, choc, comme ça, en passant... pour essayer de jouer avec 40, 50 personnes à la fois, etc. Donc, c'est des tournois, mais de tournois dans le sens du tournis. Le tournis total, complètement une espèce de truc fabuleux, la valse typographique, une espèce aussi de métapoésie, finalement, c'est ça. Une poésie chimique, alchimique, complètement liée au corps. Comment en parler autrement que par rapport à cette espèce d'extrémisme total que je pourrais donner comme exemple. Peut-être par exemple une histoire de jeu de boules. Un jeu de boules où il se fait enterrer, il laisse sa tête apparente pour devenir le cochonnet. Et puis
on tire, et puis sa tête et le cochonnet d'un jeu de pétanque, voilà, des performances comme ça. D'ailleurs, je pense que la première fois qu'il a eu sa crise de diabète, c'est la suite. Enfin, c'est un diabète psychologique. Hein. En fait, il avait fait une performance, il s'est fait enterrer. Il devait, il est entré dans un trou, c'était prévu pendant 7, 8, 10 jours, il avait tout préparé, etc. Et en fait, quand on a refermé cette pierre, il y avait la télé, la radio, le machin, etc. Tout était là, les médias, et il s'est fait enterrer pour ne réapparaître que 8, 10 jours après. Et en fait, quand il est descendu, on ne l'a pas su. Évidemment, il n'y avait pas de téléphone, machin, etc. Il s'est cassé la gueule. Et en fait, il s'est fait une fracture ouverte. Et il est resté 8 jours sous terre à se débrouiller tout seul. Alors, il avait tout emmené, etc. Il a réussi à enregistrer, à dessiner dans le noir, à faire des tas de trucs. Enfin, voilà. C'est quelqu'un de... C'est un autocannibale total. Et c'est ça la typopo. Voilà, la typopo. Donc, je voulais quand même saluer ce Bruno Mendonça qui habitait à Nice, et qui venait souvent à Paris, et qui est venu à Réville de nombreuses fois, etc. Et il est dans les livres, quoi, maintenant. Il est dans tous les livres. J'ouvre un livre, je pense à Bruno. Donc, je voulais absolument ne pas l'oublier. Voilà. Bruno. Brum, 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 Bon, je voudrais aussi parler quand même de mon ami Arnaud Labelle-Rojoux, parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît. Mais comme on est en pleine activité actuellement, ensemble, donc c'est pour ça que j'ai un peu zappé, parce qu'il est là, tout de suite on bosse ensemble. Mais c'est vrai, on s'est rencontrés en 78, vraiment, 78, pour un concours des Beaux-Arts, pour être prof, etc. C'est là qu'on s'est rencontrés. On a matché tout de suite. On s'est entendu à tous les niveaux. Plaf, on a débobiné immédiatement. On s'emmerdait en attendant pour passer, etc. Et tout arrivait à chaque fois. Dès qu'on parlait d'un truc, on était raccord. Tout le temps le raccord. Le rat des champs, le rat des villes. Bon, moi j'arrivais de la campagne, lui il arrivait de la ville. Bon, après, bon, il y a l'espèce de rapport comme ça, distant en même temps, mais avec ce matchage total. Donc c'était super. Et puis on a fait, je vais presque dire un peu les 400 les 400 coups, quoi. Les 400, même si c'est que 250, etc. Bon, on a été docker, ça, total, avec Julien Bled, etc. On était les éléments enfin vivant, quoi, totalement, pour les docs un peu partout. Et parallèlement, on était aussi les éléments vivants de Polyphonix avec Jean-Jacques Lebel. Donc ça fait deux champs cumulés, etc. Donc ça fait vraiment beaucoup. Et puis en même temps, avec une approche art contemporain total, en étant attaché aux galeries, etc., aux musées, aux centres d'art, etc., tout un autre parcours. Toutes ces années 70, 80, etc., enfin 78, 80, 90, avec Arnaud, on a fait vraiment beaucoup de choses ensemble. Et là on est en pleine activité. Arnaud vient de sortir un merveilleux bouquin sur le culte des bannis, là, etc. Bon, voilà. Alors bon, les bannis, pour moi, c'est les bunis, le culte des bunis, c'est le culte des bunis, moi je suis voilà, le gros lapin, voilà. Donc c'était juste pour saluer ma relation définitive, le frérot, quoi, voilà, le frérot des villes et le frérot des champs, donc Arnaud Labelle-Rojoux, voilà, c'était juste pas une petite aparté, mais une petite connexion, voilà. Arnaud, à très bientôt. Tac. C'est parti. Bon, allez, on va clore quand même. Enfin, on va pas clore, mais on va tenter. On va tenter de faire la petite finale, quoi, voilà. Donc forcément, j'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire de toute cette base comme ça des années 70, 80, 90. J'ai rien pu faire sans le soutien d'Amélie, évidemment.
évidemment, heureusement qu'elle était là pour me laisser complètement libre de faire toute cette défonce totale autocannibale, évidemment, voilà. Donc, je fais chin chin. Après Gerashim, longtemps, chin chim chim, là, je fais quand même chin à Amélie, quand même, pour toute cette aventure, etc. Et puis, évidemment, j'ai toujours eu, quelque part, tout petit, grandissant, j'ai de la chance quand même d'avoir ma fille qui écrit, c'est génial, et qui fait tous ses travaux, sa poésie, ses paysages agités, etc., qui est complètement dans une espèce d'univers parallèle, etc., et avec cette espèce de puissance, cet humour, et puis je travaille évidemment le peste moderne avec mon fils Emmanuel, voilà, donc tout va bien, tout va bien. Choupi, 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 choupi. Et je bois. Alors pour fermer, ouvrons les mandibules, ouvrons les vulves et les anus, ouvrons les vulves et les anus de chaque neurone, ouvrons les vannes des hublots sur le hors-bord des mondes, en chacun de nous-mêmes, avec les extraterrestres dans le bouillon de la pensée ouverte, sur l'ouverture, pour rejaillir en nous-mêmes, démultiplier, et hors de nous, démultiplier de l'intérieur à l'infini, démultiplier en jaillissant au ralenti dans l'espace cosmique sublime, démultiplier en nous-mêmes de notre double cerveau auto-épidémique. Ouvrons les ouvertures en flottant un par un dans la Voie lactée, comme des lotus errants et sans racines dans le bouillonnement, et dans tout le bouillonnement, à la du bouillonnement, foisonnant. Ouvrons les ouvertures du bouillonnement, du pullulement, ouvrons les ouvertures du bouillon, abandonnons qu'est-ce qu'elle a fait, abandonnons le foisonnement du bouillon des milliards de mondes, ouvrons parallèlement, en boucle mutante, recyclés à l'infini, comme dans un film porno astrophysique, s'infiltrant dans un film porno biologique, pulsar, tempo, battement, ouvrons.